Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Politique. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré justement à la chose politique sur Africable Télévision. Nous entamons à partir de ce numéro une série d'entretiens avec des leaders de la classe politique malienne, une série d'interviews avec laquelle nous allons commencer par un jeune leader politique, puisqu'il fait partie du plus jeune député de l'histoire du Mali. Nous recevons pour vous aujourd'hui Amadou Cham. Il est le président de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, très récemment donc président de cette formation politique et par ailleurs deuxième vice-président à l'Assemblée nationale du Mali, puisque lors du dernier congrès du parti, Aliou Boubacar Diallo lui a passé le témoin. Beaucoup d'observateurs étaient sceptiques, car ils pensaient que le pari d'inscrire des jeunes et des personnalités non connues était un échec assuré. Et au sortir des législatives, contrairement au pronostic, nous avons remporté notre pari de faire élire 4 députés. Parmi lesquels figurent les 2 plus jeunes députés de l'histoire du Mali. Plus encore, nous occupons la 2e vice-présidence du bureau de l'Assemblée nationale, juste derrière notre allié politique, l'IRPR. Monsieur Cham, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste le temps de rappeler aux téléspectateurs que vous êtes natif de Ségou. Vous avez passé une très bonne partie de vos études à Accra, au Ghana, et également à la prestigieuse école où sont passés les Kwame Nkrumah, les John Jerry Rawlings, les Robert Mugabe. On va vous donner l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Donc, du niveau CEP jusqu'à la maîtrise en sciences humaines et gestion des ressources humaines. Ensuite, vous avez obtenu un DSS en communication, médias, événements et un MBA en finance à Paris. Vous avez été chargé de communication à l'USAID avant de devenir directeur général de l'agence de communication DMC West Africa. Mais dans ce parcours, vous vous plaisez vous-même à rappeler le passage justement au sein de cette prestigieuse école ghanéenne où sont passés ces leaders panafricanistes-là. Pourquoi ? Je vous remercie, M. Tangara. C'est encore un plaisir d'être ici avec vous, Africable. C'est un grand plaisir et c'est un honneur. Je dirais, par rapport à mon parcours, j'ai toujours dit que Achimota School, qui est aussi qu'on m'a appelé Prince of Wales College, est un passage qui a beaucoup marqué ma vie. Vous l'avez tantôt dit, tous les leaders qui sont passés là-bas ont été vraiment pour nous des modèles, des panafricanistes. Et ce sont des gens qui ont défendu les idéaux, les valeurs africaines. Et c'est pour cela, en dépit de tout ce que nous pouvons dire de certains de ces leaders qui ont eu à être souvent dans l'histoire en porte-à-faux avec l'Occident, nous pouvons reconnaître en eux tous cette énergie, cette volonté de changer l'Afrique, d'unir l'Afrique et de rendre l'Afrique, d'unir l'Afrique et de la rendre prospère. En quoi ils vous inspirent ces leaders-là? Si on prend un Mugabe, un Nkrumah, un John Jerry Rawlings, ils vous inspirent en quoi? Docteur Kwame Nkrumah, quand vous prenez l'homme, c'était un homme de vision. Et je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important de souligner, comme ça a été dit auparavant, nous avons besoin d'une vision pour l'Afrique, une vision commune. Parce qu'aujourd'hui, le monde va vers les espaces économiques. C'est la mondialisation. Et il y a 40 ans, ces hommes avaient déjà découvert cet aspect des choses. Et c'est pour cela qu'ils avaient tout fait pour que l'Afrique, les différents pays puissent s'unir. Et quand vous regardez le système économique, avec la compétition mondiale, globale, il est important de prendre en compte l'aspect de spécialisation. Et c'est cet aspect de spécialisation qui peut amener aux pays, aux entreprises de pouvoir maîtriser les coûts.
parce que les prix à un certain moment vont être les mêmes. Et aujourd'hui, l'État commence à devenir comme une entreprise. Et ce concept qui est nouveau en nous aujourd'hui était des concepts que ces leaders avaient dans le passé. Et c'est pour cela, Kwame Nkrumah, je me rappelle au cours du cinquantenaire du Ghana, beaucoup de gens ont dit que Kwame Nkrumah n'était pas compris par sa population parce qu'il était 20 ans en avance sur eux. Donc c'est pour dire que ces gens, nous les rendons hommage pour leur vision et pour leur amour pour l'Afrique. Ok. De ce point de vue-là, on peut peut-être comprendre votre engagement pour la chose politique, pour le combat politique. Mais d'un autre côté aussi, l'on peut bien se poser des questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Puisque si on regarde votre parcours professionnel, vous n'aviez peut-être pas besoin de descendre dans l'arène, vous vous en sortiez très très bien. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi l'engagement politique, le fait de descendre dans l'arène politique? Je pense que tout est parti de la crise politico-sécuritaire de 2012 et qui a mis en cause même le fondement de la nation. Et nous avons, au lendemain de cette crise, nous nous sommes organisés en une véritable chaîne humanitaire pour pouvoir venir en aide à toutes ces victimes qui sont tombées, à toutes ces veuves, à tous ces orphelins que cette crise a laissé derrière elle. Et nous nous sommes dit que c'est bien de pouvoir intervenir ainsi et de pouvoir faire entendre notre voix. Et depuis lors, nous nous sommes aussi dit que pour que ça ne se répète plus, il fallait passer d'un engagement uniquement solidaire humanitaire à un engagement politique. Et pour que nous puissions contrôler l'action du gouvernement, pour que nous puissions passer d'acteurs passifs en acteurs réels de notre nation, parce que tout ce qui touche le Mali touche tout le monde. Et en tant que jeunesse, nous nous sommes dit qu'il est temps que nous puissions aussi faire entendre notre voix et contrôler l'action du gouvernement, faire des propositions pour l'avenir, parce que si un État qui est supposé assurer l'avenir de tous ses enfants arrive au bout de 2 semaines de pouvoir d'être au bout même de la disparition, c'est grave. Donc il faut que toutes les filles de la nation et tous les fils se mettent debout pour trouver une solution et pour essayer d'impulser une dynamique nouvelle qui puisse donner un Mali nouveau et un Mali qui fait plus confiance à ses fils et à ses filles. Mais à l'époque, le choix, il était divers, il était varié. Il y avait des formations classiques comme le RPM, l'URD, l'ADEMA. Vous pouviez militer, adhérer dans ces formations politiques classiques, historiques, mais vous décidez de faire un saut dans l'inconnu en optant pour l'ADP Maliba. Est-ce que c'était un saut dans l'inconnu? C'était un parti relativement moins connu que ces formations classiques-là dont je viens de parler. Oui, je comprends. Ce n'était pas un saut dans l'inconnu. Ces partis, j'ai beaucoup de respect pour ces partis et nous leur rendons un grand hommage pour avoir été les pionniers de la démocratie au Mali. Mais ceci dit, il est réel que la crise de 2012 et jusqu'à maintenant, cette crise a pour cause profonde la malgouvernance et dans toutes ses dimensions. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit en tant que jeunes, en tant que nouveaux acteurs sur la scène politique, il serait bon que nous puissions faire l'état des lieux, que nous puissions nous-mêmes analyser ces décennies de gouvernance pour voir ce qui n'a pas marché. Et je pense que ces partis, avec tout le respect que je leur dois, ne peuvent pas être juges et partis. C'est pour ça que nous nous sommes donné le devoir de pouvoir faire l'état des lieux. Est-ce que vous vous considérez comme des serviettes à ne pas mélanger avec des torchons? Parce que ces partis-là ont participé pendant les 20 dernières années. Vous, jeunes, nouvellement venus, vous n'avez pas voulu peut-être prendre le risque de vous mélanger, d'être confondus un jour par l'histoire. Est-ce cela? Non, ce n'est pas cela. Vous savez, je l'ai dit tantôt, ces hommes sont aussi des hommes qui ont beaucoup fait pour le Mali. Nous leur rendons hommage. Ou bien est-ce que vous les trouvez dépassés, ces formations? Non, nous ne les trouvons pas dépassés.
Mais nous pensons que nous pouvons tous ensemble converger les efforts pour un Mali nouveau. Mais nous ne pensons pas que c'est en allant dans ces partis que nous allons pouvoir le faire. Nous voulons une nouvelle classe d'hommes politiques et de femmes politiques qui vont amener un changement, qui vont amener de nouvelles idées et qui sont majoritairement jeunes, qui sont aussi dans la majorité. Il y a beaucoup de notre parti, il y a des PMM dans la majorité. Et vous allez constater, et vous constatez déjà, tout ce que nous sommes en train d'apporter comme énergie, comme innovation à cette majorité et à la gouvernance de façon générale. Donc, c'est un combat commun de toutes les Maliens et de tous les Maliens. Donc, c'est aussi la stratégie et l'idéologie politique qui peut différer. Mais nous sommes un parti, comme je l'avais dit tantôt, un parti social-démocrate et qui croit à la liberté de marché et qui pense aussi à l'équité et à la justice sociale. C'est extrêmement important parce que ce conflit aujourd'hui que nous vivons, qui occupe la partie septentrionale de notre pays, est aussi dû à des questions de gouvernance et à des questions de justice sociale. Oui. Donc ça, nous voulons vraiment aller vers une idéologie que défendre, s'il faut le dire, des intérêts. Parce que nous avons constaté qu'en Afrique, les partis politiques sont créés, ils ont des idéaux qui sont là, mais très rarement, ces partis sont coulés à ces idéaux. Voilà des constats réels que nous avons eu à faire. Et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on parte sur une nouvelle base, qu'on puisse vraiment prendre en compte ces aspects pour être un parti vraiment. D'accord. Nous aurons l'occasion de parler de la vision, des orientations de l'ADP Maliba. Mais pour revenir à vous-même, M. Thiam, c'est un euphémisme de dire que vous êtes jeune, vous êtes très jeune, 30 ans, le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale du Mali jusque-là. Et par ailleurs, deuxième vice-président de ce même Parlement. Comment est-ce que vous considérez votre jeunesse? Est-ce que c'est un atout ou un handicap? Ma jeunesse, je ne la considère pas comme un atout ni comme un handicap, mais c'est beaucoup plus un défi, un challenge. Parce que vous savez, il est vrai qu'à un certain moment, il y avait un concept de mystification du pouvoir et qui faisait que c'était seulement une classe de personnes qui étaient habilitées ou qui étaient capables d'occuper certaines fonctions. Et je vous le dis, je pense que c'est un défi. Et ce défi, on est en train de le relever. Parce que j'ai été reconduit à ce poste en octobre dernier. Et à la grande stupéfaction de beaucoup de gens, ils se sont rendus compte que la jeunesse peut aussi apporter son mot, sa contribution. Et la contribution de la jeunesse est d'autant plus importante que la démocratie, quand vous prenez la représentativité, c'est ça l'Assemblée nationale. Et une Assemblée nationale idéale doit être représentative. Ça veut dire qu'elle doit prendre en compte toutes les sensibilités de la société. Et c'est pour cela, c'est un combat aujourd'hui mondial. Le genre, et quand je parle de genre, je parle aussi de la jeunesse, pour que les jeunes aussi puissent être représentés au niveau des plus grandes instances de décision du pays. Et donc, je pense que ça a été un bon exemple. Et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les Maliens et la classe politique malienne de façon générale qui commence à prendre conscience du fait qu'il faut que et les jeunes et les femmes soient représentés au sein de l'hémicycle qui est l'endroit par excellence du débat et de la construction citoyenne. Et pour cela, je dirais également que quand je prends mon cas de façon particulière, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en moi du fait qu'ils ont commencé à avoir confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Ils ont compris que la politique, ce n'est pas que pour une certaine classe de personnes. Et là, je pense que, pour répondre à votre question encore, c'est un challenge que nous allons nous mettre. Nous allons œuvrer à lever ce challenge avec toute la jeunesse et avec toutes les forces vives de la nation. Ok, toujours par rapport à votre jeunesse, vous êtes député, jeune leader politique dans un pays dont l'assise culturelle est très très forte. Une société pratiquement très très gérontocrate où le pouvoir de l'aîné, on respecte beaucoup plus l'aîné. Est-ce que au cours des débats, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, vous avez peut-être été mis en minorité à cause de votre âge, justement par certains vieux clichés? Est-ce qu'il y a eu déjà des exemples, des cas patents? Je
Je vais vous surprendre, mais je pense que... Ou bien c'est vous qui ne vous laissez pas faire? Non, vous savez, notre société est une société, s'il faut dire, formidable. Parce que vous savez, c'est une société qui a beaucoup de respect pour la jeunesse, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mais il y a le droit d'aînesse qui est là, qui fait que dans notre culture, dans le vivre ensemble, nous avons toujours le respect pour celui qui est son aîné. Mais ça ne veut pas dire que on n'arrive pas à accepter la vérité, même si ça vient d'un cadet. Et moi, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a jamais été un problème. Parce que les gens, j'ai toujours dit ça à la jeunesse. La jeunesse, c'est l'image que nous donnons de nous-mêmes. Si nous imposons le respect, nous serons respectés. Et ça, c'est extrêmement important. Et je l'ai toujours dit, vous savez, quand il y a de ces choses que les jeunes ne font pas, que des personnes plus âgées peuvent se permettre de faire. Donc quand vous montrez de vous-même que vous êtes des gens responsables, des gens respectables, il est clair que vous allez avoir en retour des réactions respectables et responsables. Ok. Vous avez une casquette de plus, M. Thiam, depuis le 8 février 2015, puisque vous êtes le tout nouveau président de l'ADP Maliba. On voit même sur ces images le passage à témoin entre vous et le président sortant Aliou Boubacar Diallo. Est-ce que c'est une charge? Comment accueillez-vous cette nouvelle responsabilité? Je vous remercie tout d'abord. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président sortant, M. Aliou Boubacar Diallo, qui est aujourd'hui président d'honneur du parti et président de la Fondation Maliba, et qui a fait un geste remarquable à l'endroit de la jeunesse malienne, de la jeunesse africaine et de la jeunesse mondiale. Vous savez, il a un bilan pour moi formidable. Un parti créé en mars 2013 qui sort des élections législatives avec 4 députés, dont la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, et il a été la personne qui a impulsé la première dynamique au sein de ce parti, et qui n'a pas hésité à mettre la jeunesse toujours au devant de la scène, et qui aujourd'hui a décidé de rendre le flambeau à la jeunesse. Et ça, pour moi, dans l'histoire du Mali, c'est du jamais vu. Et croire à la jeunesse, croire à la jeunesse, soutenir la jeunesse, amener de nouveaux hommes, de nouvelles femmes sur la scène politique, c'est a été le discours de beaucoup d'hommes politiques. Mais je pense qu'il a été l'un des rares à le mettre en œuvre, de le mettre en pratique. Et c'est pour cela, je pense qu'il a été un homme brave. Et nous sommes là également à relever ce défi, ce challenge. Et nous sommes sûrs qu'avec toutes ces femmes de valeur et ces hommes de valeur qui constituent le parti et qui sont nos sympathisants, nous allons y arriver. Et justement, sous quel signe placez-vous cette présidence? Quelles sont vos priorités, M. Thiam? Je placerai cette présidence sous le signe du fait que les Maliens, plus que jamais, doivent avoir confiance à la politique. Les Maliens, plus que jamais, doivent pouvoir faire partie de la chose publique, contribuer et se sentir aussi des citoyens comme tout le monde et avoir cet esprit de patriotisme. C'est extrêmement important. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore le cas, vous pensez? Non, je pense que c'est évident que avec toutes ces années de déception, entre guillemets, venant de plusieurs leaders politiques, il y a un malaise social qui est à signaler. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce signal fort à l'endroit de la jeunesse, nous sommes sûrs que la réaction sera de renouveau dans l'imaginaire de façon subconsciente de tous les Maliens. Donc je pense qu'il faudrait que les Maliens prennent ce signe comme un renouveau de la classe politique et comme également la confiance est retrouvée. Ok. Révérend par exemple aux priorités, lors de ce discours, on vous a entendu en termes de perspective dire que le parti va se donner les moyens d'avoir au moins 1000 conseillers communaux lors des prochaines élections locales. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique quand même?
4 députés, ok, mais bon, moins de 1000 conseillers. Est-ce que c'est pas un peu trop rêvé, un peu trop utopique? Je dirais que nous allons aller à la conquête de toutes les mairies de Kaya Kidal. Nous sommes à pied d'œuvre et nous sommes en ordre de bataille pour pouvoir amener la gouvernance aux Maliens où ils se trouvent. Et c'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur ces élections législatives. Ces élections, c'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur ces élections communales et régionales et qui vont consacrer le pouvoir au niveau local. Et nous pensons que la gouvernance aussi, c'est à ce niveau. Et nous allons également nous battre au niveau de toutes les instances pour que le transfert des compétences et des ressources au niveau des collectivités locales soit une réalité. Parce que jusqu'à présent, ce n'est que sur les papiers. Et tant que nous n'arriverons pas à faire cela, nous allons être toujours butés à ce problème de malgouvernance. Il faut que les gens eux-mêmes puissent décider selon les réalités socio-culturelles des endroits, de quel modèle de gouvernance est-ce qu'il le faut, de quel projet est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Ça, c'est extrêmement important. Quel est aujourd'hui le niveau d'implantation du parti? Vous avez parlé tout de suite de Kaya Kidal. Également, qui sont vos militants? Est-ce que ce sont des jeunes, des trentenaires comme vous? Ou bien est-ce qu'au sein de l'ADP Maliba, on peut trouver des gens qui ont 60 ans, 70 ans? Ou bien vous n'êtes qu'entre vous jeunes? Qui sont les militants de l'ADP Maliba? Nous ne pouvons pas être qu'entre nous jeunes. Cela serait même contraire à la démocratie. Nous sommes un parti représentatif. Nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes, nous avons des femmes. Nous avons des représentants venant de toutes les différentes couches de la société malienne. Je dirais que par rapport à l'implantation du parti, aujourd'hui, vous le savez, nous avons 4 députés au niveau de l'Assemblée nationale qui viennent de Bamako, qui viennent de Nioro, qui viennent également de Kadiolo, ça c'est la région de Sikasso. Donc ça veut dire que nous sommes dans la région de Kaï, dans la région de Sikasso. Nous sommes à Bamako, nous sommes à Ségou, parce que nous avons eu des députés, et nous avons eu un score plus que honorable. À Nyono, c'est le temps de le dire, à Nara également, nous étions vraiment à la décision de la Cour constitutionnelle, on aurait eu beaucoup plus de députés. Donc c'est pour dire que c'est une réalité et que nous sommes un parti qui est bien implanté et qui continue à s'implanter. D'accord. Est-ce qu'on doit vous croire par rapport à la ligne, par rapport à l'idéologie du parti quand vous vous définissez comme social-démocrate? Est-ce qu'on doit vous croire puisque nous sommes en Afrique, beaucoup de partis sortent des idéologies de doctrine, mais en réalité il n'y a pas de constance en termes de fidélité à ces idéologies-là. Social-démocrate, vous l'êtes réellement? Oui, vous savez, c'est de par tous ces constats que nous sommes venus à la décision de créer un parti. Parce que nous nous sommes rendus compte que, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de grands partis qui ne sont que de noms, des partis socialistes, des partis libéralistes. Mais dans la pratique, ces idées ne sont pas défendues, mais ce sont les intérêts qui sont défendus de façon générale, qui est un constat malheureux. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés à la conclusion, nous sommes un parti social-démocrate, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu un élan de solidarité bien avant que nous soyons des acteurs de la politique malienne. C'est cet élan de solidarité qui nous a conduit à être un parti social-démocrate. Et nous croyons à la libre entreprise et nous croyons que le Mali de demain sera un Mali qui va trouver son salut dans le développement, dans le développement de la libre entreprise et faire en sorte que les richesses soient partagées de façon équitable. Si vous prenez notre logo, vous remarquerez qu'il y a une balance. Sur cette balance, il y a sur les deux côtés de la balance, vous avez l'or, vous avez le pétrole, qui signifie la richesse du sous-sol que nous avons. Nous avons aussi la couleur de la terre qui signifie l'agriculture. Et nous pensons qu'avec toutes ces richesses, on ne saurait avoir
la prospérité, on ne saurait avoir de la paix sans un partage équitable. Et c'est pour cela que nous nous inscrivons dans cette dynamique qui est non seulement libre entreprise, mais dans un souci d'être équitable, dans un souci de justice sociale par rapport à la répartition de toutes ces richesses. Ok, nous abordons à présent la dernière partie de l'émission avec des questions d'actualité. Monsieur Thiam, présentement a lieu à Alger le 5e round des pourparlers inter-maliens. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de ces échanges-là? Oui, je suis très optimiste, mais je pense qu'il faut que nous restions cependant très vigilants. C'est vrai qu'il y a eu des acquis. Les questions fondamentales telles que l'intégrité territoriale du Mali, telles que le caractère laïque et républicain du Mali, qui sont les lignes rouges qui ont été tracées par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est des points qui ont été des points d'accord entre la médiation, entre les différents protagonistes. Et ça, c'est une avancée notoire. Et nous dirons que nous sommes optimistes compte tenu de la qualité et de la multitude des médiateurs qui sont en train de nous accompagner dans ce processus. Et nous sommes réconfortés parce que tous ces acquis montrent qu'il est toujours possible d'arriver à quelque chose de substantiel à travers le dialogue. L'opposition, la société civile ne partage pas votre optimisme. Récemment, avant le départ de la délégation, elles l'ont fait savoir à travers des manifestations. Elles ne partagent pas votre optimisme. Elles ne sont pas aussi satisfaites que cela, déjà par rapport au préaccord. Oui, vous savez, l'opposition est dans son rôle. C'est ça aussi une démocratie. Nous respectons leur inquiétude. Mais nous ne pouvons pas faire aujourd'hui au Mali comme si rien n'était arrivé. Et nous venons d'une crise très profonde. Et je l'ai toujours dit, le Mali de demain ne saurait être comme le Mali d'hier. Parce que nous avons eu à faire, s'il faut dire, beaucoup de compromis pour que nous en soyons là. Parce que c'était la fondation, c'était le fondement même du Mali qui était en jeu. Donc, quand cela se fait, il va falloir que nous, entre Maliens, nous mettions ensemble pour décider ensemble. Parce que Alger, c'est pas entre Maliens et non-Maliens, c'est entre Maliens. C'est des pourparlers inter-maliens, inclusifs. Donc, il est important de savoir que quand on part aux négociations, il faut savoir prendre et laisser. Donc pour nous, ce préaccord, cet élément de préaccord est indicatif. C'est indicatif. C'est un processus de la négociation. On part d'un point A pour arriver à un point B. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait bien que les parties puissent discuter. Et je pense que ces discussions ont payé parce que nous sommes aujourd'hui là où on n'était pas hier. D'accord. Et vous êtes jeune, on ne cessera de le dire, mais il n'y a que vos camarades jeunes attendent beaucoup de vous, dans le domaine notamment de l'emploi, dans le domaine de l'école, mais déjà en termes d'emploi, est-ce que vous avez des solutions miracles justement pour ces millions de camarades jeunes qui voient en vous un espoir pour la résolution de ces problèmes-là, qui concernent directement les jeunes? Bon, je dirais que par rapport à l'emploi des jeunes, c'est un problème pas seulement malien, c'est un problème global aujourd'hui. Mais je pense que le constat qu'on doit se faire, c'est le problème de l'adéquation de l'emploi et de la formation. Parce que vous savez bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans les filières, s'il faut dire, non porteuses. Il y a d'autres, par contre, il y a également beaucoup d'emplois qui sont disponibles dans des filières où on n'a pas d'hommes capables de pouvoir les occuper. Donc c'est pour cela que je félicite l'initiative du gouvernement qui a créé très récemment l'ONEF, qui est l'Office national de l'emploi et de la formation, et qui va œuvrer à lever ce défi de l'inéducation entre l'emploi et la formation. Et je dirais également que nous ne serons
pouvoir arriver à ce défi, nous ne pourrons lever ce défi de l'inéducation si nous n'arrivons pas à avoir une formation, dans ce sens une éducation de qualité. Et c'est pour ça que nous nous sommes toujours proposés une refondation de l'école malienne. Une refondation de l'école malienne dans le sens où nous pensons qu'il faudrait que il faudrait bien que nous puissions à un certain moment inciter la recherche et la formation. Dans quel cadre? Le gouvernement peut émettre des mesures incitatives au niveau des entreprises qui sont prêtes à financer les recherches. Mais c'est de très bonnes propositions. Vous êtes de la majorité présidentielle. Est-ce que vous soufflez souvent ces propositions-là, ces suggestions-là au gouvernement, au ministère de l'Éducation, de l'Emploi? Puisque downtown, les jeunes pensent que rien ne bouge sur ces points-là. Non, je pense que ça bouge. Mais vous savez, le problème de l'adéquation entre l'emploi et la formation, et même les nations les plus avancées, comme la France, ont ces problèmes-là. Donc moi, je pense que le sentiment que les gens ont, c'est un sentiment qui est justifié, parce que le problème, il y a beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et également, il est aussi important de signaler que la mise en œuvre de toutes ces politiques d'emploi prend du temps à avoir de l'effet. Et même quand la mise en œuvre est effective, ça prend du temps pour que l'on puisse sentir l'effet au niveau de la société, au niveau du monde de l'emploi. L'emploi, l'éducation, maintenant l'agriculture, Monsieur le Président? L'agriculture, je pense que le Mali est par excellence, s'il faut dire, un pays qui devrait surtout s'appesantir sur l'agriculture comme un vecteur de développement. Nous avons toutes les ressources, nous avons la terre, nous avons l'eau, qui sont aujourd'hui les ressources les plus recherchées dans le cadre d'une agriculture. Et nous pensons qu'il faudrait mécaniser et moderniser l'agriculture au Mali. Et nous savons que c'est un programme qui est là, il y a un plan maréchal dans ce secteur, mais les choses tardent à partir, tout simplement parce que nous attendons qu'il y ait un certain degré de quiétude pour que les choses puissent démarrer de la façon la plus souhaitée. Donc nous pensons qu'en dépit de ça, il faudrait également que nous mettions un accent particulier sur nos échanges commerciaux, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture pure et simple ne développe pas forcément un pays, mais il faudrait que le pays arrive à ajouter à cette chaîne d'agriculture l'industrialisation qui permet d'ajouter de la valeur à ces produits que nous exportons. Donc c'est un monde qui est davantage compétitif et il faudrait des solutions beaucoup plus coordonnées, des solutions en chaîne. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir maximiser, optimiser nos rendements, d'optimiser également tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Oui, mais sur l'agriculture, vous êtes interpellé particulièrement puisque votre parti a quasiment le vent en poupe dans des zones comme Nyono, des zones au fils du Niger où l'agriculture fait vraiment partie des priorités. C'est dans vos préoccupations le fait que vous soyez un peu plus ou moins apprécié au niveau de ces zones-là? Oui, c'est vrai. Vous savez, l'ADP Maliba a toujours eu beaucoup d'importance, comme je l'ai dit, sur tout ce qui est trait à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons dit, dans un programme notre programme Sud qui va bientôt sortir, et par rapport au cas au fils du Niger, il est important que nous puissions avoir un aménagement plus modernisé des terres. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hectares qui ont été aménagés. Ça ne suffit pas, mais il faudrait que même ces hectares-là qui sont aménagés puissent être plus modernisés, parce qu'aujourd'hui, c'est une question pas simplement de terres aménagées, mais de rendement. Voilà la vraie question. Donc nous pensons que nous avons vraiment une solution à ces problèmes qui sont des problèmes d'ordre pas seulement national, mais d'ordre international, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de produire, mais il faut produire à moindre coût pour pouvoir commercialiser. Donc voilà tout ce que nous avons comme idée, comme idéologie
dans le cadre de l'agriculture et nous aurons certainement le temps de vous exposer de façon beaucoup plus détaillée. Ok, une dernière thématique avant de vous donner la parole pour le dernier mot. Les mines, par exemple, est-ce que vous pensez que le Malien est riche de son or? Est-ce que l'or brille pour tous les Maliens? Sinon, qu'est-ce que vous préconisez de manière concrète? Oui, on aurait souhaité que l'or brille pour tous les Maliens. Mais aujourd'hui, le constat qui est là, le Mali aujourd'hui vient en 3e position en Afrique en termes de producteurs d'or. Il y a aussi un fait, une évidence que pendant ces dernières années, avec la chute vertigineuse du cours de l'or, le Mali et beaucoup de producteurs d'or ici au Mali ont eu beaucoup de difficultés. Mais je pense que nous devrons beaucoup plus nous axer sur les nouvelles technologies. Nous avons des grandes mines, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on pense aussi au concept de petites mines. Et quand vous prenez des pays comme le Burkina aujourd'hui, ils ont, de par la technologie, pu avoir beaucoup de petites mines qui souvent ont un financement beaucoup plus léger et ça demande ça demande moins de technicité et aussi moins de personnes ressources hautement qualifiées. Et donc je pense que cela s'adapte mieux à notre réalité du Mali. Cela permettra également à beaucoup d'opérateurs économiques maliens de pouvoir s'investir dans le secteur de l'or. Et il n'y a pas que l'or, il y a aussi la bauxite. Aujourd'hui, notre réserve il faut sortir de la monoculture de l'or. Il faut sortir de ça, je pense. Quand vous prenez la bauxite, je pense qu'aujourd'hui, nos réserves en bauxite font partie des plus importantes au niveau mondial. Je suis sûr qu'avec une mine de bauxite, nous avons eu à faire des recherches sur ça. Nous sommes sûrs qu'avec une seule mine de bauxite, et avec aussi les infrastructures, parce que c'est important. Une chose est d'avoir les ressources naturelles du sous-sol, mais le plus important, de plus en plus, c'est les questions d'infrastructure. Parce que dans les grands forats, au cours des grandes conférences, voilà les questions que les investisseurs posent. Est-ce que vous avez, quand je parle d'infrastructure, je parle de chemin de fer, je parle aussi d'énergie. Parce que si le coût de production est excessivement élevé, les investisseurs ne sont pas intéressés à venir parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont produire, mais ils vont vendre à quel prix. Donc voilà des aspects que nous devrons prendre en compte pour maîtriser le coût. Donc je disais, avec une seule mine de bauxite dans la zone de Bafoussam, nous allons pouvoir très rapidement, en termes de PIB, en termes de contribution à l'économie nationale, pouvoir surpasser la rentabilité, le rendement de toutes les 10 mines d'or qui existent déjà. Donc je pense qu'il faudrait bien songer à cela. Ok, on s'achemine vers la fin de l'émission. Quel est votre message d'espoir, votre message particulier aux Africains, aux Maliens qui vous suivent ce soir sur la chaîne du continent? Je vous remercie, M. Tangara. Et le message que j'ai, c'est un message d'espoir. Nous sommes dans une nouvelle dynamique au sein du parti l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba et nous sommes aujourd'hui à la tête de ce parti. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe et c'est un appel que je lance à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens de nous rejoindre dans ce élan patriotique pour qu'ensemble nous puissions construire un Mali nouveau, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour que la paix revienne au Mali, pour qu'on puisse avoir toutes les conditions sociopolitiques qui nous permettent enfin d'aller vers un avenir prospère, un avenir brillant. Ok, merci beaucoup M. Thiam, Amadou Thiam. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba. Vous venez d'être porté donc à la tête de la formation lors du dernier congrès
le passage à témoin avec le président sortant Aliou Boubacar Diallo. Avec vous, nous avons parlé des orientations, de la vision de l'ADP Maliba et certaines questions d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain invité sera Dr Soumana Sako de la Sénas Faso. Avec lui, nous allons parler également de la vie de ce parti politique et également de certaines questions d'actualité. Merci d'avoir suivi la présente émission. À très bientôt sur Africa Blog Télévision.